Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Il figure en tête des recommandations formulées par la commission numéro 8 du Grand Dialogue National qui vient de se tenir à Yaoundé. Le statut spécial que les membres de la commission décentralisation et développement local souhaitent voir accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est inscrit dans la loi fondamentale en son article 62, alinéa 2. Cette disposition stipule que la loi peut prendre en considération des spécificités de certaines régions en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement. Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont en proie à une crise qui met en péril la sécurité et le bien-être de leur population depuis 3 ans. Les membres de cette commission sont donc allés dépoussiérer cette disposition pour, croit-il, apporter une paix définitive dans ces régions anglophones. À peine le grand dialogue national terminé que l'extrême nord, par des voies non officielles, demande que l'article 62, alinéa 2, lui soit également appliqué. Parce que victime depuis 5 ans des affres de la secte islamiste Boko Haram. La région de l'extrême nord sera-t-elle la dernière à réclamer un statut spécial? Nous marquons un temps d'arrêt ce soir. Et qu'il en soit tout à l'heure à 20h, ce sera la grande édition d'information en français présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après le débrief. Et tout de suite, et maintenant, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Grand dialogue national et statut spécial pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Comment éviter l'effet d'entraînement? Pour en parler, je suis ce soir en plateau avec Gaëtan Gankan. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bonsoir à mes éminents copanélistes. C'est un plaisir d'avoir été associé une fois de plus à cette grande rencontre vespérale. Comment Gaëtan se sent ce soir au lendemain du 4 octobre, je veux dire le 5 octobre. Ah, le 5 octobre, je crois Gaëtan qui est passé ici avant et Gaëtan aujourd'hui, c'est le même? C'est vrai que le temps qui passe nous épuise. Donc, de manière naturelle, le Gaëtan d'hier ne saurait être le Gaëtan d'aujourd'hui. Oui. Mais après, il y a des événements auxquels vous faites allusion. Vous n'avez pas dit allusion à des événements. Vous parlez sans doute de la libération du président élu, le professeur Maurice Kamto, comment vous sentez des membres de la coalition gagnante autour du professeur Maurice Kamto et des militants du MRC qui étaient restés captifs, otages du régime usurpateur de Yaoundé depuis le mois de janvier 2019, autant pour moi. Ils ont heureusement été libérés. C'est vrai que beaucoup reste à faire parce que certains de nos militants restent encore embastillés pour des raisons que nous ignorons jusqu'à aujourd'hui. Ça a été un jour spécial d'avoir retrouvé ces camarades-là parce que, vous le dites si bien, j'ai été en prison, mais j'ai eu la chance de bénéficier d'une ordonnance de non-lieu 3 mois avant eux. Le 12 juillet, exactement. Le 12 juillet, pour être plus précis. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je les ai retrouvés. Et j'attends impatiemment que les autres soient également libérés pour qu'enfin justice soit rendue. OK. Maître Achille Lodjo, bonsoir. Bonsoir, mon cher Serge. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir également à tous les inconditionnels de cette tranche horaire qui nous regardent actuellement. Bonsoir à tous les New-Bellois et tous les New-Belloises. Plus principalement aux camarades SDF qui nous regardent aussi actuellement. Voilà, bienvenue, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, il faut le signaler aussi. Un autre avocat, lui, c'est Maître Tigem. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir vos téléspectateurs toujours aussi nombreux, bonsoir mes copanélistes. C'est un plaisir de partager ce plateau ce soir et j'espère que nous allons contribuer à notre façon à édifier l'opinion sur ce qui constitue les effets positifs du dialogue qui s'est tenu il y a une semaine à Yaoundé. Voilà, c'est ça
C'est ça une république, hein? Le dialogue, il faut dialoguer dans la république. Écoutez, ce qui compte, enfin, toujours, Oui. ça a été toujours le dialogue. Je vous souviens que je ne vais pas revenir sur les événements de novembre 2016, sur la visite du Premier ministre du 8 décembre 2016, sur les événements du 30 décembre 2016. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été mis en place parce que on a déjà suffisamment expliqué pour dire que le gouvernement de la République, en tout cas le RDPC qui est au gouvernement auquel j'appartiens, a toujours privilégié la voie du dialogue en toutes circonstances parce que nous pensons qu'il est nécessaire que la République fonctionne, que les règles soient respectées, que les institutions fonctionnent et qu'on la respecte. Je ne comprends pas le digne représentant des alliés ici qui parle de usurpateurs. Je ne sais pas trop. Le Conseil constitutionnel s'est exprimé. Nous pensons qu'il faut respecter ces institutions et que pour former les Camerounais, il faut toujours rappeler que les institutions existent, qu'elles fonctionnent et que nous devons les respecter. D'ailleurs, c'est dans le sens-là que le président de la République a pris le décret par lequel il a élargi, comme lui-même le disait tantôt, la plupart de ses partisans. C'est une fierté, c'est un pas de plus vers le dialogue. Mais comme vous vous attendiez à ça, ce jour-là? Écoutez, je ne suis pas détenteur du pouvoir discrétionnaire, donc je ne peux pas dire que je m'y attendais. Je dois avouer. Ça vous a surpris, quoi? Écoutez, je ne suis... Ça arrive. Mais bien sûr, c'est-à-dire que, pas que ça me surprenne que ça arrive, mais je sais qu'en toutes circonstances, le président de la République a la sagesse qu'il faut et la sagesse nécessaire pour prendre la décision juste. S'il l'a prise, c'est qu'elle était juste. Et puis, bon, si ça peut contribuer à, si vous voulez, revivifier ou alors revitaliser le débat public, je serais plutôt heureux. Ok. À côté de vous, Dr Isaac Essam, sociopolitiste, mais surtout auteur de Visage et usinage de la décentralisation au Cameroun, système et technique d'administration locale. Vous dites qu'en 6 mois, vous êtes capable d'implémenter la décentralisation en 6 mois? Déjà, bonsoir à tous et merci de m'avoir associé à la présente réflexion. Oui, effectivement, je l'affirme et je le maintiens. En 6 mois, on peut implémenter la décentralisation au Cameroun. Il faudrait déjà rappeler aux uns et aux autres. Et on peut même opposer les intellectuels et non-intellectuels sur cette question. Il faut qu'on s'entende dès le départ. S'agit-il de la décentralisation institutionnelle fondée sur la multiplicité des textes et des institutions, ou alors la décentralisation factuelle fondée sur la transformation de la société, c'est-à-dire le bien-être des concitoyens? Eh bien, moi, je mets l'accent sur la décentralisation factuelle. Autrement dit, si les populations locales arrivaient à comprendre ce qu'on entend par décentralisation, à la suite des activités que nous pourrons mener au cours de ces 6 mois, eh bien, elles comprendraient à la fin que nous sommes dans la décentralisation. D'ailleurs, j'ai planifié cela dans un document que j'ai envoyé au Premier ministre déjà. Je pense qu'il va lire et puis il n'a pas fait appel à vous, il n'a pas fait appel à vous pour le grand dialogue? Pas pour le... Disons que tout le monde ne pouvait pas être là-bas. Je reste républicain, c'est-à-dire dans le dialogue, à Yaoundé ou à Douala ou tout ailleurs, je peux toujours contribuer au développement de mon pays. Ok. Je commence par vous, M. Tegem. Il y a ce statut spécial, comme je l'ai dit à l'introduction, c'est l'une des premières recommandations de la commission 8, numéro 8, décentralisation et développement local. Et bien avant la remise du rapport, il y a eu ce voice. C'est le ministre Akama Mfumo qui nous rappelait qu'il y a une disposition, l'article 62 alinéa 2, et tout, depuis que le ministre Akama Mfumo a fait cette sortie, on a vu ce que ça a entraîné. Il y a cette disposition, on parle d'un statut spécial pour les régions nord-ouest et sud-ouest. Pourquoi n'avoir pas pensé à ça depuis? C'est comme si on découvrait cette disposition. Non, la loi fondamentale. La Constitution a été conçue, elle a été pensée, elle a été mise en place par des personnes qui forcément pensaient déjà à cette éventualité. Simplement, le ministre Akama Mfumo, qui est un des meilleurs ministres que le Cameroun ait connu, a fort heureusement, à l'occasion du grand dialogue, fait cette proposition qui... On ne peut pas encore savoir si elle est la bienvenue parce que il faut toujours et encore rester toujours prudent en parlant des recommandations du grand dialogue parce qu'en réalité,
La souveraineté n'appartient pas au grand dialogue, elle appartient au peuple qui l'exerce soit par le président de la République, soit par le Parlement, soit par le référendum. C'est la règle, c'est la Constitution. Donc, en principe, les recommandations sont faites, elles sont bienvenues, et on va les examiner. En tout cas, le destinataire va les examiner, puisque de toute façon, c'est le détenteur du pouvoir souverain qui a convoqué le grand dialogue, et c'est lui, ex-qualité, qui doit ensuite implémenter les mesures qui ont été prises en 10 ans, ou alors en leur donnant un certain contenu. Pour l'instant, il est encore prématuré de pouvoir dire ce que veut dire ce statut spécial, parce que jusqu'à présent, c'est encore une recommandation. Donc, je pense qu'il ne faut pas anticiper sur ce qui sera le contenu. Il faut attendre de voir les textes, parce que l'on pense à cela. Maintenant, il faut concevoir les textes, et concevoir les textes demande la réunion de plusieurs experts. Ça demandera peut-être quelques semaines, voire peut-être un mois, voire 2, et que les experts se réunissent. Il faut souhaiter qu'ils se réunissent au plus vite, qu'on puisse prendre connaissance des recommandations, en tout cas du contenu de la recommandation, pour pouvoir apprécier de la validité ou alors de son implémentation ou alors de son efficience quant au résultat recherché. Toujours est-il qu'en toutes circonstances, le principal résultat, c'est la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Si nous avons cette paix, à tous les prix, il faut l'avoir, parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre avec une telle insécurité, avec des images affreuses, en donnant une image hideuse de notre pays. Il me semble que c'est très juste, et c'est bien que le dialogue se soit tenu, bien que j'étais personnellement un peu réticent par rapport au dialogue, je dois l'avouer. Vous étiez réticent par rapport au dialogue? Parce que je ne comprenais pas. J'avoue, moi, personnellement, c'est-à-dire je m'exprime personnellement, parce que je ne comprenais pas quelle était cette instance dans une république qui a des institutions qui fonctionnent. Je ne savais pas quels étaient les critères de choix des personnes qui devaient être là, si c'était des parlementaires, quelle était leur qualité. Mais à partir du moment où c'est un dialogue qui a été convoqué par le président de la République, et désormais les recommandations sont adressées, et lui seul détenteur du pouvoir souverain pourra prendre des mesures pour implémenter les recommandations. Là, ça me semble tout à fait juste, et je pense que mon raisonnement au départ était erroné. Ok. Maître Achille Lodjo, justement, le SDF a fait une sortie. Il pense qu'il faut s'inspirer du cas du Québec. Justement, mon cher Serge, il faut le dire, c'était le 6 du mois. Le 6 octobre. Le SDF a pris un communiqué signé par la première personnalité du parti, le chairman John Fundi, et qui prenait acte du rapport final du grand dialogue national, et de l'autre côté disait être préoccupé, et très préoccupé alors par la question du statut spécial qui a été proposé au sein de la commission numéro 8 relativement justement à ce cas que nous connaissons au nord-ouest et au sud-ouest. Mon cher Serge, il faut déjà revenir au départ pour dire que si nos frères du nord-ouest et du sud-ouest ont pris les armes, se sont rebellés contre la mère patrie, alors tout le monde connaît aujourd'hui que la sécession est à l'ordre du jour chez eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'on puisse, ce ne reste leur donner un début de solution. Ce n'est que leur permettre d'avoir une pleine autonomie en restant dans une nation une et indivisible. Ce statut spécial, nous pensons, et le SDF l'a martelé dans ce communiqué du 6 octobre 2019, devrait être quelque chose qui puisse permettre au nord-ouest et au sud-ouest d'avoir une pleine autonomie financière, administrative et autres. Donc, le nord-ouest et le sud-ouest devraient désormais, si ces recommandations sont suivies à la lettre, devraient être en quelque sorte, pour parler de façon triviale, un État dans un État. Alors, ce n'est que dans ce sens que le SDF pense que le dégel peut tenir. Autre chose qui n'est pas des moindres, c'est que nous oublions, au-delà de ces recommandations, il y a un baromètre. Ce que moi j'appelle baromètre, c'est le cessez-le-feu. Il faut un cessez-le-feu et qui doit être immédiat. Cela doit être réalisé ou alors cela doit être implémenté à court terme. Quelles que soient les résolutions substantielles que l'on ait fait dans les 8 commissions, s'il n'y a pas un cessez-le-feu,
nous pensons que tout cela pourrait, tout cela pourrait être voué à l'échec, et ce manque, ou alors ces armes qui continuent de crépiter dans ces zones anglophones, ne pourront que plomber l'aile du grand dialogue. Donc, que ce soit du côté des ambazoniens, que ce soit du côté de l'armée républicaine que nous saluons en passant, nous pensons tout simplement que le cessez-le-feu doit permettre l'implémentation de toutes ces mesures. Et parlant de l'implémentation, mon cher Serge, il ne faudrait pas que l'on prenne des calculs politiciens pour interférer leur implémentation effective. Car le Cameroun vient de passer une étape primordiale, importante, capitale de son histoire. Il est temps de capitaliser tout ce qui a été recommandé là-bas. C'est vrai, le président de la République, détenteur du pouvoir souverain, l'a dit, le précédent orateur, c'est lui le destinataire de toutes les recommandations. Mais de l'autre côté, nous attirons, et le SDF va continuer de le faire, ces recommandations devraient être appliquées. Pourquoi? Parce que si le RDPC cherche à faire la politique de l'autruche, ça ne va pas donner, on va se retrouver à une sorte de tripartite 2. Et là-dessus, tout le monde conviendra avec le SDF que le régime du RDPC n'est pas un régime auquel il faut faire confiance. Pour le moment, nous nous en tenons à l'esprit du SDF, c'est-à-dire la proposition du SDF. Elle est contenue dans le communiqué signé par le chairman le 6 octobre 2019. Voilà, Gaëtan Gankam, justement, on sait que le MRC n'a pas participé, ainsi que les alliés n'avaient pas participé à ces assises nationales, mais ils sont quand même, tout le monde veut la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cette solution proposée-là, c'est-à-dire accorder ce statut spécial au nord-ouest et au sud-ouest, un commentaire là-dessus. Vous l'avez si bien dit, tout le monde veut la paix. Oui. Tout le monde veut la paix, Serge Alain, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en janvier 2019, nous sommes descendus dans la rue pour dire non à cette guerre-là au Nozo. Même si cela nous a valu de sérieux ennuis, on nous a traités d'ennemis de la nation. Nous sommes retrouvés en prison où on nous accusait d'hostilité contre la patrie et de tout ce que vous avez pu entendre à travers les médias. Donc, le MRC est un parti républicain et a d'ailleurs dans son programme de gouvernance prévu un très grand chapitre à la résolution de la crise anglophone. Le professeur Kamto l'a toujours martelé. Une fois élu, il comptait descendre en région anglophone pour essuyer les larmes de nos populations meurtries, envoyer des missions au Nigeria pour qu'on puisse essayer de ramener les différents compatriotes à la maison. Et puis enfin mettre sur pied une commission qui devait travailler afin qu'on puisse se doter d'une forme de l'État qui conviendrait à tout le monde, ou du moins bref à tout le monde, parce que je voulais dire ou du moins aux populations anglophones. Mais il s'agit d'un problème national et les ministres même du système en place l'ont dit à un moment donné, même s'ils le disaient pour essayer de marginaliser la crise anglophone. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème anglophone mais un problème camerounais. Je suis d'ailleurs surpris qu'aujourd'hui, pour répondre à un problème camerounais, qu'on accorde un statut particulier à 2 régions. Maintenant, vous me demandez si ce statut particulier accordé aux régions anglophones, c'est un bâton magique. Oui, on en constate des recommandations. Hein. Ce n'est pas encore accordé. Voilà, proposition même. Quand vous allez aux recommandations, est-ce que ça peut résoudre le problème? Pour moi, non, parce que c'était prévu, c'était inscrit dans la Constitution du Cameroun depuis 1996, article 62, alinéa 2. Qu'on vienne 23 ans plus tard nous sortir cela des tiroirs comme si on avait réinventé la poudre. Pour moi, permettez-moi la redondance, c'est de la poudre aux yeux. Parce que en réalité, j'aurais été plus sensible si, au lieu de nous vendre ce statut particulier, on discutait par exemple du contenu de celui-ci. Mais je crains qu'on ne soit en train de vendre aux populations anglophones une coquille vide. Ou alors, comme on dit de manière prosaïque, comme on dit au quartier, vendre la poule dans le sac. Parce qu'on en parle aujourd'hui, mais on ne sait pas de quoi il s'agira. Pourtant, au MRC, nous avons toujours dit, le problème n'est même pas la forme de l'État. Même si en allant dans leur dialogue, ils ont tout fait
pour qu'on ne parle que de la décentralisation et du développement local qui a accouché de ce qu'ils appellent, je vais dire, de ce statut particulier. On aurait dû parler de la forme de l'État et user plutôt d'arguments pour convaincre les uns et les autres à s'accorder, par exemple, sur ce statut particulier, mais en dernier ressort. Non pas qu'on vienne dire aux gens que non, on ne parle que de la décentralisation. Vous étiez à Yaoundé, Serge-Alain, vous avez écouté les uns et les autres, et vous avez vu que la question du fédéralisme revenait sur toutes les lèvres. Donc pour moi aujourd'hui, je crains, pourtant je veux bien qu'on mette un terme à cette crise anglophone, qu'on puisse la régler de manière durable, mais je crains qu'on ne soit pas sorti de l'auberge. Ok, Dr Isaac Essam, la spécificité du nord-ouest et du sud-ouest, c'est laquelle? Certains refusent qu'on parle de la langue seulement. Qu'est-ce qui fait que le nord-ouest et le sud-ouest se démarquent des autres régions du Cameroun, en dehors de la langue? L'élément est historique. Oui. Vous savez que le fait que les Anglais se soient installés dans cette partie-là a, au-delà de la langue, développé un certain nombre de comportements, d'habitudes, de cultures. La preuve, c'est que pendant que vous cherchez à créer le statut spécial, je vais vous dire qu'il existe déjà, qu'il faudrait plutôt le renforcer et s'assurer qu'il est appliqué. Comment? Je vais vous prendre un exemple. Au nord-ouest et au sud-ouest, les avocats sont en même temps notaires. Oui. Ce n'est pas le cas ici. Ça veut dire que c'est un statut spécial qui tient compte de la culture anglo-saxonne, pas seulement de la langue, manière de faire le système judiciaire. En ce qui concerne l'éducation, par exemple, le DCE Board est géré à sa manière par les anglophones. Ça relève du statut spécial. Donc, on pourrait prendre un ensemble de mesures comme cela, sans pour autant que cela n'affecte... Donc, pour vous, le statut spécial existait déjà? Il existait. Il y a souvent un problème d'application. Je vous ai montré là quelques éléments. Oui. C'est-à-dire que si vous voulez renforcer le statut, moi je préfère qu'on parle de cela. Pour éviter justement, vous avez titré tout à l'heure, l'effet d'entraînement. Oui. Parce que dans la tête des autres communautés, c'est comme si c'était une nouvelle affaire. C'est comme si ça touchait plutôt l'aspect des communautés villageoises. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de la culture de deux régions en termes de justice, la manière de dire le droit fondée sur l'héritage colonial, la manière d'enseigner, d'éduquer, d'organiser un certain nombre de choses. Et même, on vous a dit que de ce côté, quand vous allez dans le nord ou le sud-ouest, vous n'avez pas la culture des barrières. Il y a trop de barrières dans la zone francophone. Allez voir les immeubles qui sont là-bas et structures. Vous n'allez pas voir cette idée. Enfin, il n'y en a pas trop. Pas qu'il n'y en a pas du tout. Or, ici, dans la zone francophone, vous trouvez ce problème-là. Donc, je dis, renforcer le statut spécial ou l'organiser d'une certaine manière et l'inscrire dans le cadre de l'héritage historique pour éviter les faits d'entraînement. Et il ne faut pas oublier quelque chose qui est fondamental, à mon humble avis. Mais le grand dialogue a d'abord été organisé pour les anglophones, ce n'est pas pour les autres, qui commencent à comprendre cela. Oui. En fait, ce sont eux qui revendiquaient. Mais les gens qui ne revendiquaient rien, qui ne sont peut-être pas allés au charbon comme les autres, même si... mais le président dit que c'est principalement les régions nord-ouest et sud-ouest. Effectivement. Mais aussi toucher les autres. Oui, on ne refuse pas. Les aspects nationaux. Pourquoi vous voulez empêcher les autres de poser? Non, pas la manière des autres, puisque eux, ils n'étaient pas au charbon. Vous voulez que les autres aillent aussi au charbon? Non. Vous voulez qu'ils aillent d'abord au charbon pour poser un problème? Vous pouvez prendre ça comme ça, mais c'est non, à partir du moment où le président dit, mais aussi toutes les autres composantes de la nation. Hein? Oui, nous sommes en train. C'est un problème. Nous sommes en train de le dire. Voici la considération de départ. Oui. Il y a des troubles au nord-ouest et au sud-ouest. On fait comment pour en sortir? Il me semble que c'était ça la question principale. Comment mettre fin à la crise au nord-ouest et au sud-ouest? J'ai plutôt l'impression que les gens ne veulent pas, ou d'autres communautés, que la paix revienne. Que cette
communautés attendent au moins que la paix revienne au nord-ouest et au sud-ouest. Maintenant, si elles veulent aussi revendiquer un statut spécial, mais le statut spécial des autres ne peut pas être celui du nord-ouest et du sud. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Mais ceux qui revendiquent, par exemple, au littoral, à l'est ou à l'extrême nord, il voudra aussi des avocats qui soient en même temps notaires. Et c'est ça la question. Vous voyez, donc on veut créer un mélange de genres qui ne sonne pas bien. Je pense que c'est pour embrouiller. Quand vous avez fini avec cette question du statut spécial, au moins pour mettre fin à la guerre et respecter la tradition, la culture qu'on a dans ces deux régions, maintenant on revient au problème des autres régions ou des 10 en général, qui est fondé sur la gouvernance. Et en ce moment-là, c'est le développement qu'on cherche. Je peux vous dire que si le Cameroun était déjà développé, mais quand vous êtes épanoui un peu partout, vous ne cherchez pas à savoir qui est à la tête de telle ou telle autre structure. C'est la pauvreté qui fait ça. Quand vous commencez à demander qui dirige ici, il est de telle origine, c'est la pauvreté. Quand il y a développement, il n'y a pas ces questions. C'est pour ça que moi j'ai dit d'accélérer le développement. Et le développement, ce ne sont pas les textes. Encore que nous avons déjà trop de textes au Cameroun. Beaucoup ont découvert ce qui existait déjà. Voilà. Et ils continuent même à découvrir, parce que les gens ne lisent pas. Et quand vous voulez leur dire, voilà comment ça se passe, ils vous disent que c'est la théorie. Ils oublient que pour élaborer les théories, on parle des faits. Ce sont les faits qui permettent de construire des théories. Et en ce moment, on peut maintenant utiliser la théorie pour appliquer en ce sens que on cherche à développer la société du bon côté, parce que la science et la formation que les uns et les autres suivent ont vocation à faire évoluer la société positivement. Donc vous ne pouvez pas avoir pour ambition de vous développer et vous tombez dans des querelles identitaires qui n'ont pas de sens. Vous tombez dans des conflits politiques, non pas dans le sens de faire évoluer les choses, mais dans le sens de nous ramener dans la barbarie. Donc je dis, le statut du nord-ouest et du sud-ouest doit être pris en considération parce que c'était le fondement même du grand dialogue national à Yaoundé. Maintenant, toutes les régions du Cameroun ont des problèmes, qu'on insiste sur l'application des lois qui ont prévu le développement. Or, allez partout dans les forats, nous sommes tous dans les forats, allez dans des débats, des conversations, mais les gens passent le temps à rappeler ce qui existe déjà, à projeter ce qui existe, au lieu d'insister sur la mise en œuvre, sur l'application. Okay. Un exemple pour terminer. On vous dit qu'au niveau des affiches, au niveau des tableaux qui se trouvent à l'entrée des structures, on écrit en français, en gros caractères et en anglais en petits caractères. Mais au lieu de prendre des dans les deux régions? Non, pas seulement dans les deux régions, un peu partout. Oui. On vous le dit. Non, je veux savoir si, tel que vous décrivez la chose, c'est valable, disons, à Yaoundé, dans les 8 régions francophones, c'est la même chose lorsque vous allez à Boya, pas absolument. Oui. Mais au moins, lorsqu'on a déjà présenté que c'est un problème, oui, au lieu de manière factuelle de chercher les sérigraphes pour arranger cela, on commence à faire les projections. Mais les projections de quoi? Donc, il faut appliquer, même au niveau de la traduction du français à l'anglais ou de l'anglais au français, en ce qui concerne le gouvernement. Il y a déjà des lois qui vous disent dans ce pays que quand vous écrivez en anglais, vous écrivez en français. Et l'État lui-même forme les traducteurs et les interprètes à l'ASTI à Bouya. Oui. Ça fait 14 ans qu'on ne les intègre pas. Voilà ce que moi j'appelle développement factuel. Il faut laisser parfois ces discours, ça ne nous fait pas avancer. Ok. Pas ça l'action. Mettez justement sur ce risque de cet effet d'entraînement. C'est-à-dire que l'extrême nord a commencé, on a vu à la une de certains journaux. Comment faire pour éviter ça? Je suis très embêté qu'on soit en train de parler d'entraînement de quelque chose qui est encore en construction. On ne sait pas exactement de quoi il sera question pour parler d'entraînement. Je pense qu'il faut rester prudent et il faut attendre déjà que la mesure ou alors la recommandation soit mise en pratique ou alors mise dans un texte
pour qu'on puisse apprécier et voir si les autres sont... Parce que Serge Alain, vois-tu, le dialogue qui s'est tenu à Yaoundé il y a quelques jours, il était, si tu veux, été convoqué dans le dessein de régler. Je ne crois pas l'avoir dit, et je suis représentant du MRC et des alliés, pas des alliés. Je ne crois pas l'avoir dit ici. Pardonnez-moi auquel cas. Écoutez, moi je pense que la crise dans le nord-est et le sud-ouest est une crise qui est une grande cause nationale, parce que la paix est une cause nationale. On ne peut pas naître de ce que les deux régions formulaient des revendications et procédaient par des atrocités, enfin. Certains d'entre eux procédaient par des atrocités qui étaient regrettables. Il était donc normal que le gouvernement tout entier et que le Cameroun tout entier prennent à bras le corps ce problème qui commençait, si vous voulez, à nous coller sur la peau comme une sangsue. Alors le gouvernement a décidé de convoquer dans ce grand dialogue national, à l'occasion duquel des mesures ou des recommandations ont été faites. On ne les a pas encore pour parler d'effets d'entraînement, il me semble. Bien maintenant, si des gens sont des revendications, écoutez, on est en démocratie. Si les gens ont des choses à dire, personne ne les empêche de le dire, à condition de respecter les canons, c'est-à-dire respecter la loi. Si des gens ont des revendications, que ces gens s'adressent aux autorités, des séances de restitution au niveau régional, des mesures qui ont été prises pour aller dans le sens de l'apaisement et rendre le pays plus gérable, mieux gouvernable, le pays plus vivable. Parce que, voyez-vous, Serge Alain, on ne parvenait plus à voyager avec beaucoup de quiétude pour aller dans ces zones-là. Ça, c'était regrettable. J'espère que le grand dialogue a ramené un minimum de sérénité, de quiétude pour permettre à chacun d'entre nous de s'y déplacer, de s'y rendre. Et je souhaite que les mesures proposées dont vous parlez, effet d'entraînement, c'est-à-dire le statut spécial, qu'il soit rapidement examiné, qu'il soit rapidement mis en place. Et je pense que s'il est mis en place, ce sera une bonne chose pour nous tous. Maintenant, mon voisin de droite disait tout à l'heure que les Camerounais ne lisent pas. Non, il faut qu'on soit un peu gentil. Les gens se lisent simplement. Les gens se lisent. Les Camerounais, ils ont une bonne culture, rassurez-vous. C'est pour ça que nous sommes en paix. C'est pour ça que nous sommes appréciés par les autres. Si nous faisons le grand dialogue, voyez-vous, le nombre de personnes qui vous appellent de l'étranger pour dire votre pays est un grand pays, le nombre de personnes qui vous appellent quand ils regardent le Conseil constitutionnel et le contentieux post-électoral, ça fait plaisir de dire qu'on est Camerounais. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles chez nous. Le président de la République à Lyon se battant pour qu'on continue à payer les médicaments du palu à 1400, pour qu'on continue à soigner les tuberculeux à 600 francs, pour qu'on continue à soigner les victimes du VIH/SIDA à des faibles coûts. Ça, voilà des images, il faut en parler. C'est un plaisir pour nous et nous en sommes plutôt très heureux. Ok. Et Gatien Gakam, justement, fait quelque chose aussi. Et je crains qu'après l'extrême nord, qu'on assiste à des revendications pareilles dans d'autres régions. C'est pourquoi j'ai dit, comment éviter donc l'effet d'entraînement? Parce qu'il faut se méfier. Je voudrais revenir et rafraîchir la mémoire à Maître Tegem pour dire que je n'ai pas dit qu'il ne s'agissait pas d'une question nationale. Je me suis plutôt offusqué du fait que votre régime, qui à un moment donné, voulant marginaliser la crise anglophone, a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un problème spécifiquement. Réponse partielle. Non, et la réponse à deux régions, Maître Tegem. Parce qu'effectivement, on veut ramener la paix dans ces régions. Et si cette situation statutaire... Mais voilà qu'on est à peine sorti de l'auberge, qu'une autre région se lève déjà. J'espère qu'il ne faudra pas attendre 3 ans également et assister à la mort de 3000 compatriotes, à 40 000 déplacés internes. Il faut absolument accorder un statut particulier de tout le Cameroun. Mais Zalor est un journaliste qui l'a annoncé. Et que font les autres régions? Je crains. Donc pour moi, ce n'est pas une panacée. Ce dialogue, avait-on vraiment besoin d'aller aussi rapidement? Parce que c'est allé à une vitesse éclair, comme si on avait envie de légitimer quelque chose très rapidement, comme si on avait envie de boucler un agenda. Vous nous avez dit que non, le Cameroun, il y a tellement de bonnes nouvelles qui viennent du Cameroun ces derniers temps. Je l'aurais souhaité, ça m'aurait arrangé parce que en tant que... mais je me demande bien quelle image on a de MRC et pratiquement, et cela c'était pour une fois, à titre exceptionnel, la grande majorité des cas étaient dans le cadre de cette crise anglophone, de tous les prisonniers politiques, c'est-à-dire en manière unilatérale, de faire fi de toutes ces revendications, de toutes certaines recommandations. J'espère que ça ira bien et ce sera tant mieux pour tout le monde.
parce que tout ce que nous voulons, c'est la paix. Sauf que je crains que ça ne marche pas, parce que ceux qui proposent cela aujourd'hui sont les mêmes qui hier disaient qu'il n'y a pas de problème en zone anglophone, sont les mêmes qui disaient qu'il fallait dératiser ces différentes régions, sont les mêmes qui demandaient s'il est possible de dialoguer avec des terroristes. J'étais sur ce même plateau avec un de vos camarade du parti, je ne vais pas le citer, qui m'a dit, et bizarrement comme la nature fait les choses, c'était une semaine avant le discours de M. Biya, il l'a dit sur ce plateau en citant la Catalogne, en citant la Casamance, en citant les différents pays où il y a eu des problèmes, des revendications séparatistes, et a dit de manière péremptoire que le dialogue n'est pas à l'ordre du jour. Donc ne venez pas aujourd'hui nous donner l'impression que vous avez tellement envie de régler ce problème. Tout le monde bizarrement sait ce qu'il faut faire pour régler la crise anglophone, sauf ceux qui nous gouvernent. Et c'est déplorable, nous le condamnons. Okay. Excusez-moi, Alain, il y a une contradiction dans ce qu'il vient de dire. Vous dites que nous sommes allés très vite. Et vous vous plaignez que pourquoi certains sont venus dire il fallait, vous plaignez que nous sommes allés très vite. Pour vous, il fallait attendre, libérer d'abord. C'est-à-dire pour vous, il fallait conditionner le dialogue. Non, je parle de la durée. Quand je dis aller trop vite, c'est la durée. 4 jours pour régler un problème aussi sérieux qui a duré 3 ans, pour moi, c'est assez insuffisant. On aurait pu se donner beaucoup plus de temps. Je l'ai dit, vous n'allez pas réussir à l'éluder. Je dis que tout s'est passé comme si on essayait de boucler très rapidement un agenda et vous m'obligez à dire que sans doute il fallait finir et aller en France. Non, vous avez dit tantôt, je vous reprends, oui. Et c'est ce que vous avez dit, que non, il fallait d'abord vêtir un certain nombre de préalables avant le dialogue, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas aller trop vite. Et vous vous plaignez de ce que pourquoi avoir attendu trop de temps pour le convoquer. Moi, je pense qu'il faut être cohérent. Maître, c'est tout ce que je voulais dire. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Demandez qu'on s'accorde plus de temps, vous voyez un peu, ou alors un temps conséquent. Le temps de ce dialogue-là n'est pas dire qu'on n'aurait pas dû dialoguer plus tôt. La preuve, nous avons appelé de vive voix qu'on dialogue. Nous l'avons demandé partout où nous étions, où on avait l'occasion de se faire entendre. Et ça nous a d'ailleurs valu de gros ennuis. Nous avons cru qu'on aurait dû dialoguer bien avant cette date-là. Sauf que le dialogue ne se fait pas en 2 jours. C'est ce que je suis en train de dire. Et vous avez bien compris. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on aurait dû dialoguer depuis, certes, mais lorsqu'on s'arrête pour dialoguer, on commence par exemple par accorder l'amnistie générale aux uns aux autres et on ne se précipite pas, on ne confond pas vitesse et précipitation. Ok. Maître Achille Dio, justement sur cette question, jusqu'à la convocation du dialogue, le SDF était fédéraliste jusqu'au bout des ongles. On a comme l'impression que vous vous contentez de ce statut spécial. Justement, mon cher Serge, il ne faut pas faire un discours qui, pour le moment, serait inopérant. Oui. Le SDF, jusqu'au jour d'aujourd'hui, reste fédéraliste. D'ailleurs, alors, il faut dire que durant 3 ans, permettez Serge, durant 3 ans, le régime du RDPC, qui est d'ailleurs au crépuscule de son règne, a continué... Le temps du journal, monsieur. Madame, monsieur, on va donc retrouver Nadine Yambou pour le 20h. Nadine, qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir du 20h? Bonsoir Serge Alain Autou et bonsoir également à vos invités. Ce soir, au journal de 20h, nous parlerons des travaux de la 6e conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à Lyon en France. C'est d'ailleurs achevé ce jour et au thème de l'audience avec son homologue français, dit qu'ils font globalement quelques 3 millions de morts chaque année dans le monde. Il faudra également souligner Serge Alain Autou que Paul Biya et Emmanuel Macron ont également évoqué les résolutions du grand dialogue national. C'est à raison le leader du MRC dans une déclaration s'est également prononcé sur le grand dialogue national et promet de se battre pour obtenir également l'opposition camerounaise crie à la réaction du SDF ainsi que de l'UDC et en mécontentement après les coupures intempestives d'électricité donc après 2 semaines précisément dans le noir. Serge Alain Autou. Voilà madame, le temps du débrief toujours en compagnie de nos 4. L'université de Lyon. Retour sur le plateau équinoxois, c'est la deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de maître Georges Teguin, maître Achille Dio, Gaëtan Gankam et docteur Isaac Essam. Docteur Isaac Essam, vous avez suivi dans le journal 67 fonctionnaires qui bénéficient de cette prolongation d'activité dans l'intérêt du service, c'est comme ça que c'est intitulé.
Et le SDF, à travers Aloïs Parfum-Voum, qu'on a vu dans cet élément, parle de complot contre la jeunesse. Bon, disons que manifestement, le statut d'administrateur civil et même les activités qui sont exercées, bien souvent, on dit que ça relève de la loyauté politique envers l'autorité qui nomme. Vous voyez, le juge administratif l'a appelé plusieurs fois, même dans l'affaire Baba Youssoufa. Et donc, maintenant, quand même en termes de pragmatisme et en tenant compte surtout de la conjoncture actuelle où le chômage est quand même assez important dans notre pays, où ceux qui sont formés sortent de l'école, il faut les affecter. Oui. On peut quand même s'interroger. C'est-à-dire que ceux qui ont rendu des services assez importants, s'ils sont atteints par l'âge de la retraite, ils devraient quand même aller à cette retraite pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir aussi servir l'État, parce qu'il s'agit bien de cela. Personne n'a le monopole du service de l'État. Tout citoyen camerounais a vocation à servir l'État, pourvu que le gouvernement lui en donne l'opportunité. Et donc, de ce point de vue, je pense que on ne va pas critiquer légalement la décision du chef de l'État, parce qu'en réalité, ce décret demeure dans la légalité. Mais, en termes de performance, en termes de justice sociale, en termes de nous les jeunes qui aspirons aussi servir l'État. Je vous disais tout à l'heure que j'ai adressé, par exemple, correspondance au Premier ministre sur la planification de l'effectivation de la décentralisation en 6 mois, mais là-dedans, je propose les consultations. Alors, je l'ai fait pour le ministre de la décentralisation du développement local il y a 3 mois. Donc j'attends toujours. Donc les jeunes aussi aspirent à servir l'État comme les autres. Maintenant, chez le Dieu, le SDF, comme toujours, on a suivi un de vos camarades de la région du centre, il parle de complot contre la jeunesse, qu'il faut laisser la place aux autres. Effectivement, ils ne sont pas les seuls, ils sont 67 comme ça à bénéficier de cette mesure. 67 au total. Mais en même temps, sur le plan légal, comme dit Dr Issam, le président en a tous les pouvoirs. Oui, ben si vous scrutez normalement, je crois que ce doit être l'article 123 ou 124 du statut portant du décret de 1994 portant statut général de la fonction publique. Vous allez vous rendre compte qu'il est dit en son alinéa premier que l'âge de la retraite, autant pour moi, pour les catégories C et D, c'est 50 ans. Pour les catégories A et B, c'est 55 ans. Mais cependant, il y a beaucoup de statuts particuliers qui foisonnent de l'autre côté. Et son alinéa 2, c'est où je voulais arriver, qui dit que toutefois, le président de la République peut déroger à ce principe posé par le premier alinéa. Pour nous, au SDF, nous pensons qu'au-delà d'être de ce que mon camarade dit tout à l'heure, moi je pense personnellement que c'est un manque d'élégance politique et citoyenne du régime de Yaoundé vis-à-vis de la jeunesse. Parce que voyez-vous, quand vous regardez tous les bénéficiaires de la mesure, ce sont tous des administrateurs civils principaux, c'est-à-dire ceux qui dépendent de l'administration territoriale. Nous pensons tout simplement qu'il y a eu une bonne cuvée des jeunes qui sortent bien outillés, qui ont de la substance, qui ont de l'épaisseur, qui peuvent faire mieux. Nous pensons que ces vieux, une fois l'âge de la retraite arrivé, devraient se retirer. Parce qu'en réalité, la retraite, c'est le moment de la cessation normale des activités pour que l'on puisse prendre un repos mérité. Et ce repos, pour certains, est redouté parce que beaucoup d'entre eux se voient se jeter dans quelque chose de sans lendemain, la reconversion n'étant pas très facile, le moment entre le moment entre la décision vous mettant à la retraite et le début du paiement de la pension pouvant être élastique. Donc, ces gens pensent que la retraite, c'est toujours quelque chose de très redoutable. Non, il faut savoir passer le témoin. Le régime de Yaoundé doit savoir qu'il est en train de former des jeunes qui ont de l'épaisseur,
et par conséquent, il serait inadmissible, du moins pour nous, le SDF, de continuer à garder ceux qui ont déjà fait du chemin et qui n'ont d'ailleurs rien prouvé, qui n'ont rien apporté. Pour le moment, la jeunesse pense que c'est son moment. Tous ces jeunes sortis de cette école d'administration qu'on a appelée ENAM ont leur mot à dire. Ces jeunes ont leur mot à dire et il était de bon ton que le président de la République puisse leur faire confiance. À quel moment, à quel âge pensez-vous que ces jeunes-là pourraient aussi prendre les commandes d'une unité administrative? C'est maintenant. Quand certaines personnes sont frappées par l'âge à la retraite, il faut tout simplement leur permettre à ces gens, il faut leur permettre de pouvoir se retirer des affaires publiques, de pouvoir prendre un repos mérité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de statuts particuliers, je l'ai dit en prolégomène. Nous pensons tout simplement que Yaoundé manque une fois de plus, tout comme le 10 février de l'année en cours, une élégance politique, citoyenne et république vis-à-vis de la jeunesse qu'il forme. Voilà, justement, on parle de la jeunesse conforme. L'ENAM continue de former les administrateurs au niveau de sa section administration générale. Et voilà que ceux-là qui sont sur le terrain depuis, attrapés par la limite d'âge, de départ à la retraite, sont prorogés de 2-3 ans pour certains, 3 ans pour d'autres. Je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris, Serge Alain. C'est une particularité du règne et du régime de M. Biya. Vous savez, c'est un monsieur qui a développé une certaine phobie vis-à-vis de la jeunesse. Il a tellement peur de la jeunesse qu'il oublie, il n'arrive pas à profiter de ce potentiel que nous représentons. Alors, vous vous rendez compte, et quand vous en parliez, et les autres copanélistes, j'ai pensé à un titre de Valsero, Lettre au président. C'est une occasion pour moi de lui faire un clin d'œil, lui qui vient d'être libéré, qui s'adressait au président en demandant quand est-ce qu'il comptait passer la main à la jeunesse ou alors inviter la jeunesse à la table. Parce que c'est un monsieur qui n'a travaillé qu'avec des vieillards. Excusez-moi si le thème est quelque peu péjoratif, mais c'est vrai. On n'avait qu'à regarder au Sénat, à l'Assemblée nationale, à voir la moins d'âge dans son gouvernement. Après, des gens se posent des questions, mais il faut juste être un peu observateur averti pour comprendre que c'est suffisant, que c'est savamment orchestré. Il ne vous fait l'ombre d'aucun doute que si ces plans ne sont pas faussés, je veux dire les plans de M. Biya, il compte organiser des élections dès le début de l'année à venir. J'ai entendu parler des élections municipales et législatives et paraît-il même des élections régionales, même si au MRC, nous estimons qu'il va falloir d'abord solder le passif des élections présidentielles passées et même se doter d'un... Le MRC sera sur la ligne de départ. Je suis en train de vous dire que nous croyons au MRC. Justement, j'ai dit que le MRC pense que avant de parler de nouvelles élections, il va d'abord falloir solder le passif des élections passées et ensuite se doter d'un code électoral fiable qui va permettre aux uns et aux autres. Si cela n'est pas fait, vous saurez ce que le MRC adoptera comme posture. Je voulais donc dire que le fait de maintenir ces personnes-là déjà qui ont franchi la limite d'âge en fonction est, je vais dire, une manœuvre bien orchestrée, savamment huilée, qui vise justement à truquer ces élections-là. Beaucoup vont venir ici. C'est comme ça que vous voyez la chose. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, nul n'ignore l'implication des autorités administratives dans le processus électoral. Monsieur Biya aujourd'hui ne peut pas faire confiance à un jeune de 30, 35, 40 ans parce que quand il vient à peine d'arriver, ils ne comprennent pas encore comment ça fonctionne. Ils ne comprennent pas encore comment ça fonctionne avec les élites locales, les autorités religieuses pour tripatouiller les élections. Nous parlons de la nomination des personnes qui sortent de l'ENAM. Encore qu'on pouvait donc, vous êtes sans ignorer, je le disais, la grande implication de ces autorités administratives dans le processus électoral. C'est l'une des raisons, en mon sens, qui font en sorte que M. Biya ne souhaite pas, en tout cas pas pour l'instant, se séparer de ces personnes-là. Ils lui seront encore utiles. Justement, voilà, je mets Tegem. C'est pour ça que
on assiste à cette prolongation d'activité dans l'intérêt du service, c'est-à-dire qu'il faut des gens pour conduire les prochaines joutes électorales. Écoutez, je suis toujours très circonspect quand il s'agit de parler des anciens. Moi, personnellement, et puis c'est comme ça que je suis structuré, je me méfie toujours lorsque j'ai un ancien en face de moi. Parce qu'un ancien, c'est une école, c'est une bibliothèque. Donc, lorsqu'on maintient, éternellement quand on maintient un ancien, je me dis que forcément, il a des choses à apporter. Et lorsque je me rapproche de lui, je cherche plutôt à apprendre de ce qu'il peut me donner. Parce que je sais qu'en me rapprochant de lui, j'apprendrai nécessairement quelque chose. Moi, je ne suis pas partisan des gens qui critiquent un décret de prorogation parce que, après tout, ça ne concernait pas tout le monde, ce sont quelques personnes. Et si on a sélectionné ces personnes, certainement, c'est pour les services qu'ils ont rendus à la République. Si vous voulez un État fort, si vous voulez que les gens travaillent avec de l'expérience, je pense que 55 ans, c'était un peu prématuré. Ça, c'est mon avis personnel sur le sujet. Parce que, voyez-vous, ce dont on parle aujourd'hui, le statut date de 94. Peut-être vous n'avez pas connu. Ici à Douala, il y avait le préfet, l'économiste, les Ben Bernard, Claude et tout. À l'époque, on parlait déjà des vieillards en 1994. Quand le statut a été fait, c'était justement pour envoyer les gens sans retraite plus tôt. Tout cela, si vous ajoutez, si en 94, ils avaient 30 ans, 32, 33 ans. Eux aussi, ils parlaient comme vous. Mais aujourd'hui, effectivement, le président de la République, dans sa sagacité, et puis, connaissant bien son peuple, connaissant très très bien son pays, connaissant très très bien ses collaborateurs, connaissant très très bien comment fonctionne la machine administrative, il me semble qu'il a apprécié tous ces éléments pour choisir de proroger le mandat de ces administrateurs qui sont verrus d'expérience et de compétences nécessairement. Il me semble que c'est une bonne décision parce que, je le dis encore une fois, 55 ans c'était un peu prématuré. Il faut que les jeunes, nous-mêmes, nous sommes contents qu'on intègre les jeunes. Mais les jeunes aussi, il faut d'abord apprendre, il faut se former. Gérer un département, gérer une région, gérer une structure, ce n'est pas facile. Certes, il faut intégrer les jeunes, mais on intègre de manière séquentielle, de manière progressive, de manière, si vous voulez, je ne sais pas en mathématiques, on dit l'intégration par partie. Donc, il faut aller par étapes. Et que les vieux qui se maintenus, en tout cas ceux qui ont 55 ans aujourd'hui, qui hier disaient que 55 ans c'était trop vieux, et eux aussi ils sont arrivés là, parce que lorsqu'on s'exprime, on croit toujours qu'on n'y arrivera pas, on finit toujours par y arriver. Moi, je pense que c'est une bonne décision, c'est une décision juste. Je n'y vois aucun rattachement avec la convocation du corps électoral. Je voudrais faire observer aux représentants du MRC ici et des alliés que, monsieur, la convocation du corps électoral, si vous voulez, ce sera un choix pour vous, mais le décret de convocation est un acte de gouvernement qui échappe à tout contrôle. C'est-à-dire que le président de la République, dans ses missions, dans ses pouvoirs, peut parfaitement convoquer le corps électoral, même demain matin, et ça échappe à tout contrôle parce que c'est ce qu'on appelle un acte de gouvernement. Et Gaston, allez-y, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais poser juste une petite question à Maître Tegem, que j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer sur ce plateau. Il semble nous dire que les jeunes doivent attendre, doivent prendre le soin de faire leur classe. Je voudrais lui poser, même si c'est pas moi le modérateur, non, allez-y, je souhaite savoir je suis trop bête. Je veux savoir à quel âge M. Biya se retrouve dans les plus hautes sphères de l'État. Oh, très jeune. Il a eu le temps de faire ses classes. Ah non, il est déjà très haute sphère de l'État, monsieur. Pourquoi il ne pas de la chance? On sérieux quand même, monsieur Tegem. Excusez-moi. Très jeune, vous l'avez bien dit. À moins de 30 ans. J'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, ne peut pas faire confiance à un jeune. Vous nous dites qu'un jeune ne peut pas gérer un arrondissement. Je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas. Il a eu cette chance qu'il accorde aux autres. J'ai dit que les jeunes ont intérêt de s'inspirer de ce que les anciens font. Et l'âge de 55 ans, c'était un peu prématuré parce que, voyez-vous, l'État camerounais prend beaucoup de temps pour former sa jeunesse. L'État camerounais prend beaucoup de temps pour former ses cadres. Lorsque vous avez un préfet, et je peux vous le dire, peut-être que je ne le suis pas, c'est vers l'âge de 45-50 ans que le gars est opérationnel. C'est-à-dire qu'à 45-50 ans, vous pouvez attendre de lui un résultat. Vous pouvez lui dire, bon voilà, je peux te confier le volet. Déjà président de la République. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit. 55-40, j'ai dit quand on forme, c'est vers 45 ans. S'il faut attendre cet âge pour être sous-préfet, ça ne sera jamais président de la République comme lui. Non, excusez-moi, il y a des départements extrêmement sensibles. Notamment en ce moment, tous les départements dans les régions anglophones.
c'est extrêmement sensible, on ne peut pas nommer tout le monde. Il faut nommer des gens qui sont préparés. Non, vous ne m'embarrassez pas du tout. Rassurez-vous, je suis plutôt très tranquille, hein, puisque je défends un point de vue. Si vous voyez, je parle de cela avec, si vous voulez, avec beaucoup de certitude. Parce que je sais ce que ça coûte former quelqu'un. Vous savez, vous reconnaissez que M. Biya accède à la magistrature suprême, je n'ai pas l'âge. 49 ans. Mais nous, aujourd'hui, qu'il faut attendre 55 ans pour être sous-préfet d'un arrondissement comme l'arrondissement de Kekem. Si je suis sous-préfet de l'arrondissement de Kekem, qui est ma localité d'origine, je vous jure, sans avoir fait les NAM, j'aurais des choses à apporter. J'aurais des choses à apporter. Il y a même eu des jeunes n'insultez pas. Mais l'autre jour, il y a quelques jours, c'est que vous vous comportez comme si j'ai dit qu'ils n'ont pas de droit. J'ai dit il faut apprendre à l'ombre des anciens. C'est ce que je continue à dire. Il faut se retirer. Non, la population est essentiellement passer la main. La population camerounaise est essentiellement. Et c'est pourquoi justement nous avons dit qu'au Cameroun, on légifère par embuscade. Il y a toujours un alinéa premier et son exception, c'est l'alinéa 2 pour chercher toujours à faire des petits bisbilles là qui doivent toujours amener l'embrouille. On va faire le tour, la deuxième articulation de ce débrief. C'est quelques jours après la fin du grand dialogue national, des mouvements à Saint-Mélima et à Bépanda Yonyon ce matin. Qui veut prendre la parole en premier? Allez-y, docteur Isaac Essa. Oui, je pense que ce n'est pas la première fois. Vous avez suivi à Oba là aussi, il n'y a pas longtemps. Oui. Donc, ce sont des questions. C'est une mauvaise interprétation de la vie sociale. Et puis, un développement de la question identité, exacerbé notamment par les hommes politiques. On les écoute tous les jours. Donc, très souvent, il y a un problème social qui se pose, parce que c'est ça. On peut se faire agresser par un voisin, je ne sais pas qui. On peut être dans l'injustice du fait d'un autre citoyen. Or, tout de suite, les gens vont coller la question identitaire. Et quand vous collez la question identitaire en disant c'est un ressortissant d'eux, ça s'enflamme. C'est bien ce qui... c'est pas ça à Saint-Mélima, ce qu'on a vécu aussi à... au Bala. La dernière fois, c'est bien ce qui s'est passé également à Deido, ici, vous vous souvenez, en 2012. Voilà, les mototaxis. Donc, je préfère inviter les acteurs politiques, parce qu'en réalité, c'est toujours cette question des communautés qui se posent, la question d'appartenance au groupe ethnique qu'on est en train de présenter au Camerounais, et qui est à l'origine de cela. Parce que si on veut contrôler le pouvoir en mettant l'ethnie devant, ça va poser un problème. Et moi, je vous ai dit, insistez sur le développement. Quand il y a développement, on ne cherche pas à savoir qui est ressortissant et qui est originaire d'eux. Et il est très difficile de manipuler les populations du point de vue identitaire quand ces populations sont épanouies. Parce que pour celui qui travaille, qui a un bon boulot, il a un compte qui peut vaguer, qui peut s'épanouir dans la société. Vous ne pouvez pas l'influencer avec les questions d'appartenance. Donc vous ne pouvez pas facilement le relais. Donc ce qui s'est passé là est regrettable. Je pense que les autorités en charge de ramener l'ordre sont en train de le faire. C'est une bonne chose. Mais que les acteurs politiques arrêtent de faire. Voilà, Bépanda n'a rien à voir avec Saint-Mélima et... Non, voilà, Bépanda et Néo. Voilà, ça fait il parle de 2 semaines sans énergie. Oui, vraiment, il faut là-bas, c'est un problème encore de développement, une fois de plus. Oui. Parce qu'il y a un déficit quand même énergétique au Cameroun. L'État est en train de se battre, mais il faut faire mieux et davantage. Il faut aussi de temps en temps ramener le concessionnaire à l'ordre, même si il va vous dire qu'il n'a pas tous les moyens. Mais je me dis que le problème fondamental au Cameroun, par-delà toutes les considérations que vous voulez, c'est le développement. Voilà. Assurons le développement. Gaëtan Gankam, au sorti du grand dialogue, Saint-Mélima, Bépanda Yonyon, ce matin. Nous sommes vraiment touchés au niveau du MRC. Nous condamnons avec fermeté tout ce qui s'est passé plus spécifiquement du côté de Saint-Mélima, parce que du côté de Bépanda, c'est une grogne sociale liée à un problème tel que le docteur vient de le dire. Donc à Saint-Mélima, et là encore, je vais rejoindre le docteur parce qu'il s'agit de préoccupations beaucoup plus sociales. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est de croire que
il y a des personnes qui cherchent à opposer des ethnies aux autres. En réalité, si vous avez lu les deux communiqués du préfet du Djaïlobo, c'est ça, il semble dire, ou il dit même, qu'il existe des liens, je ne sais plus trop comment dire ça en français, dont il y a des liens, il y a je vais dire quoi, il y a des liens entre le mis en cause et la victime, parce que tout est parti d'un décès. Si j'ai bien recoupé l'information, tout est parti d'un décès. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que les populations vivent déjà en harmonie. L'adversaire n'est pas une tribu, mais l'adversaire, ce sont ces personnes-là qui nous gouvernent et qui ont tout confisqué. Ce sont les prévaricateurs de la fortune publique. Et donc aujourd'hui, malheureusement, les populations sont trompées d'adversaires et on se retrouve en train de voir des personnes qui se lèvent contre d'autres. Alors que ces mêmes personnes vivaient sous le même toit. On dit que l'un est le beau frère de celui qui est décédé. Ils sont pourtant de deux régions bien mais la question identitaire a été soulevée là-bas, justement. Ce que je disais. Bon, la question identitaire a été soulevée, même s'il y a une manipulation. Parce que quand vous lisez les deux communiqués du préfet, il y a un daté du 9 octobre qui dit clairement, le communiqué du 9 octobre dit ceci: il ne s'agit nullement d'un problème interethnique. C'est ce que le prophète a dit. Cela est vrai. Et aujourd'hui, il y a eu des actions ethniques. Et aujourd'hui, je veux dire qu'on ne sait plus vraiment à quel niveau se situer, parce que c'est quand même le préfet qui est la voix la plus autorisée. On se demande s'il n'y a pas autre chose qui se cache derrière cette affaire. Pourquoi commencer par dire qu'il n'y a aucun problème interethnique dans sa circonscription administrative, pour revenir aujourd'hui, pendant qu'il conviait les forces que les réseaux sociaux ont véhiculé hier. Pendant qu'il conviait les forces vives, ça veut dire qu'il se contente de ce qu'il glane comme information à travers les réseaux sociaux. Non, moi je pense que dans les quartiers, il y a la paix. Il faut bien le savoir, dans les quartiers, il y a la paix. C'est-à-dire que les personnes de diverses ethnies, groupes, tout ça, cohabitent de manière voilà, il n'y a pas de pacifique. problème. Mais chaque fois qu'il y a un problème qui émerge, les gens vont aller s'accrocher sur l'identité en disant « il est d'eux ». En ce moment, les groupes commencent à se former. Et je dis que l'origine de cela est fondée sur les discours sur les réseaux sociaux qu'on a, les discours communautaires que les discours politiques, vous avez aussi dit. Voilà. Et je voudrais rapidement sur Bépanda avant que les autres ne se... Sur ce qui se passe à Bépanda. Sur ce qui se passe à Bépanda, je crois 2 semaines sans énergie électrique. Je voulais d'interpeller les populations de ce côté-là avant. De quel côté? De Saint-Mélima, parce que vous avez été interpellé en tant qu'acteur politique. Que les uns et les autres reviennent à la raison, parce que ce pays, nous le construirons ensemble. Nous n'avons rien à gagner en s'entretuant. C'était mon message à l'endroit des populations de Saint-Mélima, quelle que soit leur appartenance ethnique. Maintenant, pour Bépanda, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Aujourd'hui, c'est Bépanda, problème d'électricité. Demain, ce sera une autre localité parce qu'il n'y a pas de route. Après, c'est un problème d'eau. Donc, le Cameroun, c'est comme ça qu'il est gouverné. C'est le Cameroun tel qu'il va que nous avons vu à Bépanda ce matin. Ok, rapidement, Maître Ledio. Voilà, d'abord, rapidement. Le SDF suit attentivement ces événements. Pour Saint-Mélima d'abord, nous pensons que le Cameroun semble ces derniers temps être une espèce de poudrière qui pourrait s'éclater à n'importe quel moment. Il est question que l'autorité centrale de l'État puisse assurer la sécurité des biens et des personnes, parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que d'un déclic comme ça, là, on peut arriver à cette situation, que ce soit identitaire ou pas, en termes de repli ou en termes de revendication. Nous attirons plutôt l'attention des pouvoirs publics de ce que la sécurité des biens des personnes doit être assurée. Pour ce qui est du cas de Bépanda maintenant, il faut dire que cela relève encore une fois de plus d'une question de malgouvernance. On ne comprend pas comment est-ce que vous pouvez au jour d'aujourd'hui laisser des populations comme celle-là dans le noir pendant
2 semaines. Il faut être sérieux, il faut être humain. Laissons de côté nos chapelles politiques, restons humains. 2 semaines, c'en est de trop. On ne comprend pas comment est-ce qu'aujourd'hui, ils se lèvent et puis on commence à apporter des mesures à l'emporte-tête. Non, nous pensons tout simplement que l'autorité en charge de distribuer l'énergie doit être sérieuse et surtout rester humaine. 2 semaines, c'en est de trop. Merci. Rapidement, mettez quand même 30 secondes. Moi, je vais aller peut-être dans le même sens que mon voisin en disant que les thématiques comme hold-up électoral, violation de la loi, il faut faire très très attention parce que le Cameroun souffre, si vous voulez, pour la plupart du temps d'une seule chose, l'absence de respect de la loi. À 100 minima, il y a un incident qui s'est produit. Il y a des institutions qui existent et fonctionnent. Vous saisissez la brigade de gendarmerie, on mène une enquête, la justice est saisie, elle rend une décision, elle s'oppose à tous. C'est simplement ce qu'il faut faire. Pareil à Bepanda, vous n'avez pas de l'énergie, vous appelez l'huissier, on constate que dans le frigo, ça a détérioré et on fait des procédures judiciaires. C'est un pays qui a des républiques. C'est une république qui a des institutions. C'est une république qui a des institutions qui fonctionnent. Et il me semble que chaque fois qu'il y a un problème, il faudrait que les gens aient la culture des institutions. Parce que dans tous les pays du monde, ces problèmes existent. Mais ils ne sont pas toujours résolus comme nous les voyons malheureusement chez nous. Parce que les gens respectent les valeurs, les gens respectent les institutions. Merci. Merci, cher monsieur, d'être venu. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, Touboro.